Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Retour sur l'accueil triomphal des Lions hier devant les grilles du palais. Ils ont communié avec le chef de l'État et les nombreux supporters. Le président Macky Sall a magnifié la mobilisation patriotique des populations. Une partie des logements de la cité Baraka de Liberté 6 livrés dans 2 mois. Le ministre de l'Urbanisme a visité le chantier. Les modalités de paiement ont été abordées à l'occasion. Lancement des travaux de l'incubateur de la DER. Il s'agit de la construction d'un immeuble de 12 étages qui va abriter le siège de la DER, mais aussi un centre d'excellence financier à hauteur de 20 millions de dollars pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'exprimer leur potentiel dans le secteur du numérique. Zéro abri provisoire. 40% des ouvrages de la première phase en cours de livraison à Diourbel. 5 milliards de francs CFA seront investis dans la région, annonce le ministre de l'Éducation nationale en tournée dans la zone. Et puis nous avons comme invité dans cette édition l'artiste Youssou N'Dour. Avec lui, nous parlerons de la célébration des Lions du football. Un grand concert au programme ce lundi. Bonsoir, Monsieur Youssou N'Dour et bienvenue. Bonsoir. Alors nous restons sur cette actualité après un accueil triomphal à l'aéroport. Hier, les Lions ont été reçus par le chef de l'État devant les grilles du palais de la République. Le peuple s'est retrouvé pour vivre ces grands moments de communion. Dans son message de félicitations et d'encouragement aux Lions, le président de la République, Macky Sall, a magnifié la mobilisation patriotique des populations. Retour sur les temps forts avec Oumar Nying. Une grande ferveur devant les grilles du palais de la République. Mobilisation exceptionnelle pour vivre avec le président de la République et les Lions. Un grand moment de communion. Ils étaient venus prendre le drapeau. Aujourd'hui, ils reviennent avec leur médaille de vice-champion d'Afrique. Les Lions n'ont pas démérité. Tout au long de la CAN 2019 de football, vous nous avez fait rêver. Vous nous avez donné du bonheur. Vous nous avez fait vibrer en sublimant nos valeurs ancestrales de combativité, de solidarité. Votre parcours, à côté des meilleures équipes du continent, nous a conduits en finale pour la 2e fois de notre histoire. On y a tous cru jusqu'à la dernière minute. Mais c'est cela la loi du sport. Il faut un gagnant et un perdant. Vous êtes tombés les armes à la main. De façon spontanée et patriotique, les populations ont réservé un accueil exceptionnel aux Lions. Le chef de l'État rend à ce peuple vaillant un hommage appuyé. Je voudrais très chaleureusement féliciter le peuple sénégalais qui, vaillant 12e Gaïndé, a été à vos côtés à chaque instant, à l'unisson avec vous en Égypte. Il convient surtout de rendre hommage à la jeunesse qui, par sa ferveur, son engagement vient de donner une leçon au monde entier et qui a mis le pays en liesse, réconciliant par la magie du sport les cœurs et les esprits. Djeredjef Khaleyi. Et aujourd'hui,
par cette formidable mobilisation spontanée, le peuple sénégalais, sa jeunesse, ses forces vives, ses acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, ses sportifs, mais surtout sa vaillante jeunesse aux avant-postes, vous a rendu à l'une et à votre équipe un hommage vibrant et mérité. Apprendre de leur expérience et se remettre au travail, c'est ce que le chef de l'État a demandé aux Lions. C'est le prix à payer pour enfin remporter la Coupe d'Afrique des Nations au grand bonheur des populations sénégalaises. Alors, Monsieur Youssou N'Dour, vous avez sans doute suivi cet accueil triomphal hier réservé aux vice-champions d'Afrique, les Lions du football. Vous avez également suivi leur parcours également. Quel sentiment vous anime à l'issue de cette compétition où les Lions avaient tout le potentiel pour amener le trophée au Sénégal? Merci beaucoup. Je crois que le sentiment est partagé par tous les Sénégalais. Nous avons vu depuis 4-5 ans une équipe qui se formait avec un coach. Et aujourd'hui, nous les avons vus autour de cette CAN et on a vu que cette équipe avait beaucoup de potentiel. Non seulement ces joueurs l'ont démontré par les championnats au niveau de l'Europe et tout, et on a vu que cette équipe ensemble pouvait nous ramener quelque chose d'extraordinaire. Ça, je l'ai vécu comme tous les Sénégalais. Maintenant, l'accueil nous a tous surpris. Ça, c'est le peuple qui suit ses enfants et qui a réagi hier. Et c'est extraordinaire. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. Bon, maintenant, je crois que nous devons apprendre de tout cela et aller de l'avant. Et vous avez décidé de célébrer justement cette équipe nationale avec un grand concert. Comment est venue cette idée d'organiser un concert pour rendre hommage à l'équipe nationale? Mais déjà, je crois que c'était une demande. Depuis même les matchs, je pense que le public demandait. Parce que vous avez fait un bon travail excellent. Je félicite d'ailleurs le directeur général de la RTS avec le fan zone et tout. Et je pense que le public a demandé. Et quand le public demande, quand le Sénégal a besoin, au-delà même du football, moi je suis là. Maintenant, moi, je ne célèbre pas demain. J'encourage. Ce qui s'est passé hier, c'est un encouragement. Il faut vraiment qu'on comprenne cela. Gars, si nous avons coupe fi, l'enen lañuy gis. Donc, demain, le concert, c'est pas, on célèbre pas. Sénégal a toujours été premier dans tout. Donc, on ne peut pas se suffire de deux. Ça, c'est un encouragement. Quand on va nous ramener la coupe, c'est autre chose. Donc demain, je demande à tous les Sénégalais, aux joueurs, au staff, de venir à la place de la nation pour qu'on puisse les encourager, pour leur dire que gëm nañ leen légui. Et qu'il y ait vraiment techniquement des discussions ultérieures par les professionnels pour qu'on aille ramener cette coupe-là. Parce qu'on est premier. Oui, mais justement, à la place de la nation, est-ce que vous aurez peut-être les Lions du football à vos côtés? Oui, je crois que pour les encouragements, on a besoin d'eux. Hein. Ils vont être là, je les invite et je pense que les gens sont en train de prendre toutes les dispositions parce que tout cela est venu d'eux. Et je pense que c'est aussi un moment de communion où il faut avoir une lecture. La lecture, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, autour de cette communion, nous pouvons nous projeter. Il y a dans 3 semaines l'Afrobasket, par exemple. Il faut que ces 16 millions de Sénégalais qui se sont vraiment, qui ont été derrière l'équipe, soient aussi autour. Nous avons les JO, etc., etc. Il faut que ce potentiel-là qu'on a vu hier, qu'on l'utilise pour les autres formes de sport. Il y en a eu qui ont ramené quand même des médailles d'or, etc., etc. Moi, je suis très content et je pense qu'autour du concert, c'est pour encourager ce peuple, c'est encourager ces joueurs, encourager tout le monde à aller vers l'avant parce que le Sénégal ne peut pas s'arrêter en deuxième. Le Sénégal, c'est #1. Alors maintenant, pour célébrer justement cette équipe, encourager cette équipe, pour utiliser vos termes, M. Youssou N'Dour, est-ce que vous allez jouer seul ou bien vous aurez d'autres artistes aussi pour se joindre à la fête, pour galvaniser cette équipe-là? Oui, je pense qu'il y a une première partie qui est très ouverte avec les organisateurs et tout qui pourront faire. Bon, nous,
On n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer avec d'autres artistes. Nous avons préparé quelque chose. Le Super Étoile et Youssou Ndour vont jouer, mais bien avant, bien sûr, il y aura une deuxième partie, une première partie qui va inviter d'autres artistes à participer parce que c'est une communion. Vous avez déjà parlé des perspectives d'ailleurs avec les autres échéances, à savoir le basket, également les Jeux olympiques de la jeunesse. En termes de perspectives, qu'est-ce que vous réservez au public pour accompagner ces grands événements? Je crois que bon, le public a besoin qu'on leur dise ce qu'ils font est très bien, de suivre leur équipe. C'est ce truc de patriotisme. On n'a jamais vu autant de drapeaux au Sénégal. On n'a jamais vu une jeunesse aussi mobilisée derrière. Et je pense qu'il faut capitaliser sur là. Pourquoi c'est arrivé? Il ne faut pas l'oublier. Parce que depuis quand même l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, bien avant bien sûr, avec le président Abdoulaye Wade, l'équipe nationale n'a jamais eu de problème. Qu'on entend dans d'autres équipes, des problèmes de primes, des problèmes d'avion, des problèmes de déplacement et tout. Donc l'État a joué son rôle. C'est le lieu de féliciter le président de la République, parce que s'il y avait d'autres problèmes, vous savez, on aurait dû avoir d'autres problèmes que d'arriver en finale. Et ça, c'est important. Alors maintenant, pour l'événement de demain, reparlons de cet événement en partenariat avec la RTS. Pourquoi ce choix de collaborer avec la RTS pour rendre hommage à cette équipe nationale? Écoutez, tout à l'heure, je disais au directeur général, mon ami Racine, en disant que la RTS, c'est notre moment. Et la TFM aussi, c'est une télé très populaire. Je pense que c'est une question de complémentarité. D'ailleurs, ce que je vois toujours dans notre pays, que les gens essaient de dissocier les uns et les autres, la RTS et la TFM et le groupe Futur Média doivent et obligatoirement travailler ensemble. Parce qu'il y a le côté populaire, il y a le côté institutionnel, il y a le côté professionnel. Et donc, je suis très heureux et jamais il y a eu un moment où je décide pour TFM, il y a eu quand même des concerts, même des Bercy, passés ici en exclusivité. Donc moi, je comprends très bien ce qui se passe. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, le contact qu'il y a autour de nos gars vont formaliser énormément de choses et c'est gagnant-gagnant. Vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. Alors, Youssou Ndour, pour terminer cet entretien, parlez-nous un peu de vos projets actuellement, à part cet événement de demain. C'est demain l'encouragement. Depuis le 5 janvier, je n'ai pas joué ici à Dakar un truc populaire. Donc je pense que ça va être un grand moment que nous allons vivre. Bon, non, sur les projets, nous sommes sur la promotion de l'album History. Donc, ce qui fait que bon, on se déplace énormément. Même hier, on était à Lyon, on vient d'arriver. Donc, je crois que on va suivre cette promotion et puis réserver des surprises et des surprises aux Sénégalais dans le cadre artistique et sur les projets. Nous avançons très bien. On imagine qu'il y en aura également des surprises demain au concert. Inch'Allah, demain venez nombreux. Alors, namanalen, namangenma, Sénégal rek. Retrouvailles donc au niveau de la place de la Nation demain à partir de 21h, je monte sur scène, Inch'Allah. Voilà, donc le public y est invité. Pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, ils pourront suivre ce concert qui sera donné par Youssou Ndour en direct sur la RTS, mais également sur TFM. Et ce sera en collaboration avec la société Helcom Bash. Merci Youssou Ndour d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous pour suivre cet autre aspect de l'actualité. 2 milliards de francs CFA, 800 millions. Donc, c'est pour parler de la mise en œuvre du projet de développement de la petite enfance dans les régions de Saint-Louis et Louga. C'est dans le cadre d'une convention de financement entre la coopération coréenne et le ministère de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Pabouna Diawa.
En accordant ce volume financier de 2,874 milliards à l'État du Sénégal, l'Agence de coopération internationale de la Corée va fortement renforcer l'initiative nationale de prise en charge de la petite enfance. Et c'est à travers un projet de développement qui va construire et équiper 8 cases des tout-petits dans les régions de Saint-Louis et de Louga. Le développement de la petite enfance est une composante de l'objectif de développement numéro 4 qui vise, entre autres, à faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. Cette grande ambition trouve sa justification scientifique dans le rapport 2014 du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, qui stipulait que l'accès au préscolaire pour tous les enfants est un facteur d'amélioration de l'efficacité et d'équité du système éducatif et il permet aux enfants de se familiariser avec l'apprentissage de la langue d'enseignement avant l'entrée au primaire. Grâce à l'approche inclusive, le projet va surtout permettre de consolider les acquis dans la prise en charge de la petite enfance au Sénégal. Il symbolise également l'excellence des relations d'amitié qui unissent la République de Corée et le Sénégal. Ce projet est le premier du genre pour la COICA dans le secteur de la petite enfance au Sénégal. C'est pour un financement de 2,6 milliards CFA et l'objectif est de contribuer au développement intégré de la petite enfance par l'amélioration des premiers apprentissages et la préparation scolaire des tout petits dans les régions de Louga et Saint-Louis. L'exécution sera assurée par l'UNICEF et l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Résultat attendu, amélioration de l'accès équitable et de la qualité des enfants âgés de 0 à 5 ans au service de développement intégré de la petite enfance dans les régions cibles. Je le disais en titre, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a visité le chantier de Liberté 6 Baraka. Il s'agit d'un programme de construction d'habitats modernes. Il vise à reloger les citoyens vivant dans une situation de précarité sur le site. Ceci grâce à l'apport de la Fondation You Lamine Touré. Baraka, dans les entrailles de Liberté 6 Extension à Dakar, une véritable bidonville au décor précaire. Ici, l'habitat moderne est en chantier. Ces ouvriers sont à pied d'œuvre. Il s'agit d'aller vite pour livrer ces logements. C'est une entreprise avec une fondation qui vient prendre une zone considérée comme un bidonville dans Dakar, raser cette zone-là, loger les populations sur le même site, reconstruire des immeubles en hauteur, reloger les 210 familles et à côté, créer des appartements à vendre qui pourront permettre de rembourser cette activité. 210 familles vont bénéficier du programme. Les modalités d'accès sont simplifiées selon l'autorité de tutelle et les bénéficiaires. C'est bien gratuit. C'est gratuit. Voilà, donc Ce que les populations donnent, c'est pour l'entretien des immeubles. C'est des participations entre 15 000 et 24 000 pendant 15 ans. À Baraka, il faut y être pour percevoir cette réalité. Une réalité qui touche plusieurs villes du Sénégal. Pas moins de 9 000 logements sont concernés. L'État va en finir d'ici 5 ans. Aujourd'hui au Sénégal, nous comptons plus de 9 000 hectares de bidonvilles dans tout le Sénégal. Donc dans 60% à peu près à Dakar, l'équivalent de 5 000 hectares. L'idée du président, c'est de faire une réplicabilité dans le programme Zéro Bidonville. On parle souvent du projet des 100 000 logements, mais il y a aussi un pendant urbain qui s'appelle le programme pour éradiquer les bidonvilles. Et c'est sous ce modèle-là, c'est-à-dire avec le secteur privé, reprendre des zones d'habitation spontanées, des zones non planifiées, et faire en sorte que l'activité économique de promotion immobilière puisse permettre de reloger les personnes qui sont dans ces bidonvilles-là. Ces populations de la cité Baraka ont jusqu'à 2 mois pour accéder définitivement à ces nouvelles propriétés. Pose la première pierre du centre d'innovation et d'incubation de l'ADER pour l'entrepreneuriat. Ce sera un immeuble de plus de 12 étages qui va abriter chez le siège de l'ADER. Ce centre d'excellence financé à hauteur de 20 millions de dollars va permettre à la jeunesse créative du Sénégal et de l'Afrique d'exprimer son potentiel dans le secteur du numérique. Fatou Diouf.
L'acte est symbolique. La première pierre du centre d'innovation et d'incubation pour l'entrepreneuriat est posée. Un building smart d'une 12aine d'étages construit sur une superficie de 5000 m². Le site va abriter une école de coding, des espaces de coworking et des laboratoires, tout un dispositif pour les futures entreprises. Il s'agit d'un immeuble intelligent de 12 étages, de 25 000 m², qui va abriter bien sûr les locaux de l'ADER, avec des centres d'incubation, des restaurants, des lieux de loisirs et surtout des lieux de travail et d'échange. Je pense qu'il faut saluer cette initiative. 20 millions de dollars, c'est le coût du projet, un don du prince héritier d'Abu Dhabi à travers le Fonds Khalifa pour le développement des entreprises. Ce centre d'excellence va accueillir de grands groupes, des opérateurs économiques et des services de l'État. This initiative will encourage and nurture young men and women of Senegal. Cette initiative va encourager les jeunes garçons et filles du Sénégal à initier des projets et des concepts innovants. Ils pourront avoir de l'appui, de la formation effectuée par ce centre, ce qui leur permettra de créer des emplois pour eux et pour les jeunes, pour que leurs rêves deviennent réalité. Nous sommes contents de cette relation que les Émirats arabes unis entretiennent avec le Sénégal. This is a part of a strategic relationship between the United Arab Emirates and Senegal. Concrètement, ce qu'on va faire, on va créer des espaces de bureaux, des espaces de coworking, des labs, des fab labs, des centres où il y aura toutes les technologies qu'on trouve aux États-Unis, à la Silicon Valley ou à Paris à Station F, ce qu'on appelle des technologies blockchain, intelligence artificielle et l'utilisation d'objets d'imprimantes 3D, de découpeuses laser, etc., etc. Tout ce qu'on peut trouver comme on dit, de high-tech et de dernière génération sera dans ce bâtiment, comme l'a dit Pierre, intelligent, smart, et aussi un bâtiment vert avec des panneaux solaires pour assurer l'autonomie énergétique, avec un grand centre de conférence qui va servir de conférence pour accueillir jusqu'à 1000 personnes ici à Mermoz. Le Mohammed Ben Zayed Entrepreneurship and Innovation Center va abriter les locaux de l'ADER, délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Démarrage des travaux septembre 2019 pour une durée de 18 mois. Le Fonds sénégalais pour la Zakat a procédé à la pose de la première pierre d'un futur complexe résidentiel à Ouakam. La collecte est lancée et le coût du projet est estimé à près de 2 milliards de francs CFA. Ousmane Doye. Pose première pierre du futur complexe résidentiel du Fonds sénégalais pour la Zakat. Un acte posé pour susciter espoir et solidarité. La belle architecture du futur complexe inspire l'équité dans la destruction des richesses. À ce propos, que dire? Il s'agit d'un projet de 1,477 milliard. 1,477 milliard ne peut tout de suite sortir des poches du Fonds sénégalais pour la Zakat. Donc il nous faudra l'appui et l'assistance de tous les Sénégalais. Et nous le savons bien, le président l'a rappelé tout de suite, les Sénégalais en ont les moyens, ils en ont les capacités, ils investissent des sommes d'argent importantes sur beaucoup d'autres projets. Alors ce projet-là, purement social, est le leur. Et nous attendons de leur part qu'ils s'investissent dans sa réalisation. Pour la haute autorité du WAF, par ce projet, on voilà un bel instrument de solidarité islamique au service du développement économique et social du Sénégal. Nous encourageons toutes les associations, les ONG à s'inspirer de cette initiative, de ce projet, puisqu'il consiste à faire ce projet immobilier sous forme d'un complexe, à l'exploiter et à affecter l'intégralité des revenus aux populations, aux œuvres sociales du Fonds sénégalais pour la Zakat. Et donc c'est un moyen de financement pérenne. Geste utile demeure et traverse les temps et les âges. Par ce biais, le Fonds sénégalais pour la Zakat ouvre l'ère des contributions généreuses pour l'édification d'une société juste avec des bonnes œuvres utiles ici-bas et dans l'au-delà.
5 milliards de francs CFA seront investis dans la région de Diourbel dans le cadre du programme Zéro Abri Provisoire. Déjà, plus de 40% des ouvrages du lot 1 commencent à être livrés. Le ministre de l'Éducation nationale a visité chez des établissements scolaires dans l'académie. Mamadou Talla s'est félicité de cette option du chef de l'État d'offrir une éducation de qualité à tous les enfants du pays. Il a salué le niveau d'exécution globale du lot 1 estimé à 55%. Massamba Diane. Dans la région de Diourbel, plus de 90 salles de classe sont en train d'être construites pour remplacer les abris provisoires. À Ndayan Desser et à Diourbel Mbouki, plusieurs infrastructures ont été déjà réceptionnées. Toute la population est fière d'avoir cette réalisation-là. Naturellement, un sentiment de fierté, parce que ce n'est pas évident. Moi, je constate aujourd'hui que voilà un pas. Mais j'ose dire aujourd'hui que tout le monde est content. Ces bâtiments complets font partie du premier lot du projet exécuté par l'entreprise Synergie Afrique, avec le suivi rapproché de la direction des constructions scolaires. Synergie Afrique est attributaire d'un lot, le lot numéro 1, qui porte entre autres sur la construction de 1850 salles de classe au plan national. Et aujourd'hui, nous sommes déployés sur l'ensemble des départements du Sénégal et nous sommes à un taux d'exécution globalement pris qui tourne autour de 55 à 60%. Pour le ministre de l'Éducation nationale, qui a effectué le déplacement dans quelques établissements scolaires de la région de Diourbel, le projet Zéro Abri Provisoire à terme va beaucoup améliorer les conditions d'apprentissage. Très satisfait en tout cas de ce que nous avons vu, et les populations également l'ont témoigné. Ils étaient dans des abris provisoires où des fois même ils avaient la visite fréquente des serpents et autres. Je crois que c'est un mauvais souvenir. Ils sont aujourd'hui à 50% en termes d'avancement par rapport à leur projet, et dire que c'est plus de 6000 abris provisoires qui vont être remplacés au niveau national. Et dans cette région, si nous considérons les 4 lots, le montant total tournerait autour de 5 milliards pour la région de Diourbel. Donc c'est un projet d'envergure. Pour le moment, c'est le lot 1 qui a démarré. Le programme Zéro Abri Provisoire, par son originalité, offre une grande opportunité de création d'emplois. Au total, le nombre d'emplois créés jusque-là est estimé à 10 000 sur un objectif final de 20 000 emplois au bout de 24 mois, correspondant au délai d'exécution des travaux. Partager les principes de l'économie sociale et solidaire, tel est l'objectif d'un atelier tenu à Kédougou par le ministre de la Microfinance. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA est aussi dégagée pour le financement des femmes. Abdoulaye Sinkaré. Une des régions les plus pauvres du pays, Kédougou a une économie qui repose largement sur le secteur informel. Tout un symbole donc, si le ministre de la Microfinance démarre sa tournée par cette région. Dans ses bagages, une enveloppe de 100 millions de francs destinée aux femmes dans le cadre du programme Place et Prix. C'est bien de financer, mais il faut qu'on nous forme en gestion financière. Cela nous permettra de faire des résultats. En matière d'accompagnement, la Chambre de commerce était déjà sur le terrain. Elle a formé et aidé plus de 120 GIE à se formaliser, mais le problème reste l'argent pour les financer. Le problème que nous avons, c'est un problème de financement. Quand vous encadrez des groupements de femmes, vous les structurez, vous les mettez en groupe. Et si vous n'avez pas de financement, là, ça pose problème. Et c'est là que peut jouer un rôle fondamental la microfinance. C'est ces manquements dans le financement des femmes que Zahra Yantiam veut combler, non sans organiser l'entrepreneuriat pour que vive l'économie sociale et solidaire. Nous avons partagé l'esprit de l'économie sociale solidaire et les modalités pour être considérés comme acteurs de l'économie sociale solidaire. Donc l'enveloppe qui est dégagée est une enveloppe pour faire une phase test compte tenu des autres actions qui sont développées, que ce soit au niveau de la mise à disposition de systèmes d'information et de gestion. Parce que comme vous le savez, les mutuelles ont besoin d'avoir des outils modernes pour une meilleure gestion transparente et efficace. Pour toucher le maximum de cibles, le programme Place et Prix s'appuie sur les institutions de microfinance, notamment les mutuelles isolées.
Soukou, dans le département de Kolda, une infrastructure a complètement changé le quotidien des populations. Il s'agit d'un ouvrage de rétention d'eau pour permettre de mener plusieurs activités économiques, notamment l'agriculture, l'élevage ou la pisciculture. Une digue construite grâce au partenariat avec le PNUD. Une délégation de cet organisme s'est rendue sur place. Kaltoum Gueye. Cette digue a complètement changé la vie des populations de Soukou. Aménagée dans la vallée qui couvre une superficie de 100 hectares, elle permet à 11 villages de pratiquer l'agriculture en saison des pluies comme en saison sèche. Cet ouvrage permet de retenir l'eau pendant longtemps pour permettre la riziculture, qui est principalement menée par les femmes. S'il n'y avait pas cet ouvrage, il y a de l'eau salée qui vient par là. Et l'eau ne pourrait pas être retenue pendant longtemps. Et ça a permis aussi d'augmenter le rendement de leur production, qui, depuis l'année dernière, depuis la production de l'année dernière, ils sont en train de dire qu'ils continuent à avoir de stock dans leur grenier dû au fait de la construction de cette digue. Cette action entre dans le cadre du projet de renforcement de la gestion des terres et des écosystèmes dans le Niayes et dans la Casamance naturelle, d'un coût global de 4 millions de dollars. C'est un projet qui a une durée de 5 ans et qui est piloté par le PNUD. Ils ont eu beaucoup de bénéfices dans ce projet. Parce qu'avant que le projet n'arrive, ils n'arrivaient pas à avoir assez d'eau pour cultiver. Et même le riz n'arrivait pas à terme. Il y avait même un problème de maturité de la récolte. Maintenant, depuis qu'elles ont eu ce projet-là, d'abord la récolte arrive à maturité et les rendements se sont multipliés plusieurs fois. Et elle dit que depuis qu'elles ont récolté pendant l'hivernage, jusqu'au mois de décembre, il y a eu un stock assez important de riz. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'achètent pas de riz. Elles sont en train de consommer ce qu'elles ont récolté. Des résultats qui attirent les autres villages environnants. Ces populations viennent ici s'enquérir de ce modèle de réussite. Dit qu'elle est dans un autre village qui n'a pas encore bénéficié de ces digues. Donc là, ça les intéresse. Et en plus, elles n'ont pas la possibilité de faire du maraîchage, mais elles peuvent faire de l'aviculture. Donc elles demandent encore de l'aide. Elles sont en train de faire de l'aviculture. Oui, donc elles ont eu le financement pour faire l'aviculture, mais elles veulent bénéficier de ces diguettes pour pouvoir faire l'agriculture aussi en même temps. Après l'aménagement de la vallée, ces 1100 femmes demandent aux partenaires un autre accompagnement. Elles veulent du matériel agricole, mais aussi un meilleur encadrement. À présent, le point est sur les tâches de mise en œuvre des programmes de développement à Fatick. C'était l'objectif du CRD spécial qui a réuni les autorités administratives et locales autour du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Mansour Faye a annoncé à l'occasion un nouveau projet de loi sur la protection sociale. Claire Diop. La création de ce ministère traduit la ferme volonté des autorités d'impulser le développement communautaire, mais aussi de promouvoir l'équité sociale et territoriale. L'ensemble des maires de Fatick ont pris part à cette rencontre d'échange et de partage. Il s'agit pour ces acteurs de faire l'évaluation de l'ensemble des politiques publiques mises en œuvre dans la région. Surtout des financements acquis à travers les bailleurs. Piment donc, aura des travaux en perspective, pour lesquels donc, des bailleurs sont en cours d'identification, mais surtout le PUDC a le financement de la BAT en cours. La mission est claire, lutter contre les inégalités, faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. Concernant l'Agence de la couverture maladie universelle, le ministre a annoncé une nouvelle loi d'orientation pour encadrer les gratuités. Si je prends l'exemple des 0 à 5 ans, tous les enfants de 0 à 5 ans peuvent bénéficier de la gratuité puisque ce n'est pas encadré. Un enfant même de ministre peut bénéficier de la gratuité. Alors que pour les soins de gratuité, il faut une population cible bien définie. Et cela est valable, par exemple, pour le plan Sésame. Ceux qui ont des imputations ou qui ont des IPM ne doivent pas bénéficier, par exemple, du plan Sésame. La loi sur la protection sociale en gestation va permettre de mieux encadrer ces programmes et réussir le ciblage des bénéficiaires. Le dispositif d'accompagnement sera également renforcé. La finalité, promouvoir une approche de développement inclusif, notamment chez les populations dites vulnérables.
Les départements veulent une fiscalité propre pour financer leurs projets de développement. Les voies qu'ils tracent mènent vers la contribution économique locale et d'autres impôts comme la taxe de promotion touristique. La requête sera transmise au chef de l'État, estime le ministre des collectivités territoriales, selon qui les fonds de dotation et d'équipement sont estimés cette année à près de 50 milliards de francs CFA. Les précisions de Issa Thiorogei. Dans la géographie des collectivités territoriales, seules les communes ont une fiscalité propre. Les départements n'en ont pas et veulent en avoir. Nous réclamons une part de la contribution économique locale assise sur la valeur ajoutée. Donc nous voulons une quote-part. Ensuite également d'autres quote-part, une quote-part sur d'autres impôts. Je pense à la TPT, la taxe de promotion touristique, parce que le département est là également pour vendre un peu le terroir, le département. Lorsqu'il y aura une fiscalité, cette fiscalité va peser forcément et nous permettra à temps de pouvoir exécuter des programmes économiques, des programmes avec les acteurs, de financer nos initiatives et cela va impacter directement et de façon immédiate le développement économique au niveau local. Impacter le développement économique, non pas au niveau sectoriel, mais au niveau territorial, c'est aussi l'approche du gouvernement. En Assemblée générale statutaire, l'Association des départements du Sénégal, ADS, a bien perçu le message. Nous avons des programmes territoriaux. On n'a qu'à, dans leur planification stratégique, intégrer les programmes des départements. Et tout le monde y gagne. Le projet y gagne, l'État y gagne, le territoire y gagne, les communautés. Au niveau du gouvernement, effectivement, nous avons bien noté le besoin exprimé de manière très forte par les départements, collectivités territoriales pour avoir une fiscalité propre, pour avoir des ressources propres. Nous sommes en train d'évaluer l'acte 3 de la décentralisation. Cette préoccupation revient, qui sera versée dans les conclusions et les conclusions de cette évaluation qui seront donc mises à disposition de M. le Président de la République pour études et décisions. Pour l'heure, les départements ne bénéficient que des fonds de dotation et d'équipement. Cette année, on aura compté au total près de 50 milliards de francs CFA qui vont profiter aux collectivités territoriales. Ces départements comptent investir des champs d'intervention socio-économique à l'aune des attentes des populations, avec la fiscalité propre, surtout dans les départements de Kaolack et Vélingara. Revue annuelle conjointe 2019 des programmes du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Des avancées ont été notées, notamment dans le sous-secteur de la poste et des infrastructures numériques. Des réformes sont annoncées pour renforcer la dynamique. Philomène Constance-Diagne. Parmi les politiques assignées à ce département, certaines sont en plein déroulement, du sous-secteur postal à l'économie numérique en passant par la coordination des activités, des mutations et changements sont appliqués. Aujourd'hui, au niveau du numérique, il y a beaucoup de formation, beaucoup de renforcement de capacités. Et ce capital humain, vous allez le retrouver d'ailleurs au niveau du PSE en son axe 2. Il revient. Nous avons aussi la confiance numérique. Et en cela, vous allez voir que la stratégie de la cybersécurité est élaborée. La dématérialisation est aujourd'hui une réalité, mais vous conviendrez avec moi aussi qu'il s'agit d'un processus. Ces différentes évolutions touchent tous les secteurs couverts par le ministère de l'économie numérique. L'objectif est d'améliorer la vie des populations à travers le digital. Malgré les avancées, des efforts sont à faire. Le fait d'installer ou d'aménager des maisons du numérique au niveau de chaque département, des 45 départements, ça doit être accéléré parce que ça nous permettra d'avoir une sorte de guichet unique au niveau des 45 départements. Il y a la facture numérique et ça c'est un domaine, je dirais, ou un axe qui préoccupe le président de la République au premier plan, qui a demandé que la facture doit être réduite et que l'accès soit effectif. Nous nous y attelons, je crois que d'ici 2025, les problèmes d'accès seront derrière nous. Sur le e-agriculture, le e-commerce, ça ne peut pas se faire si l'accès n'est pas effectif et l'accès le sera.
Des recommandations ont été faites dans cette revue conjointe. Elles concernent la qualité du service postal, une collaboration participative avec les autres secteurs de développement est aussi conseillée et une meilleure organisation et formation des ressources humaines, entre autres. Et puis Matam bénéficie d'une couverture postale assez satisfaisante, constat du nouveau directeur général de la Poste en tournée dans la région. Il a aussi échangé avec les agents sur leurs conditions de travail. Fatimata Banelba. C'est avec beaucoup de plaisir que les postiers de la région de Matam ont accueilli le directeur général. Cela faisait 8 ans qu'un DG de la Poste n'avait pas visité la région de Matam. Un plaisir certes, mais aussi une occasion de s'enquérir des conditions de travail des agents. L'objectif de cette visite est une visite de prise de contact avec l'ensemble des postiers, donc des receveurs, la direction régionale des postes, pour s'enquérir un peu des conditions de travail, des problèmes, des difficultés et voir un peu les infrastructures postales, leur état. Le DG de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, se dit satisfait de la couverture postale de la région de Matam, jugée assez correcte. Néanmoins, des difficultés ne manquent pas, mais des solutions seront apportées. Ici à Matam, d'ailleurs, nous sommes très satisfaits de la présence postale dans la région. Nous avons plus de 23 bureaux, 24 bureaux au niveau de la région administrative de Matam. Donc il y a une couverture postale assez correcte, mais il y a effectivement des difficultés évoquées par le directeur régional en termes de logistique, en termes vraiment aussi de paiement. Nous sommes conscients de cela, surtout en période de paiement de masse. Il y a un rush au niveau des guichets. Voilà, et ça fait qu'il y a quelques problèmes dans la gestion des files d'attente. Et nous sommes en train de trouver des solutions à tout cela. Pour faire face aux mutations technologiques et à la concurrence, le directeur général de la Poste annonce une modernisation des outils de travail, mais aussi la mise en place de nouvelles stratégies, tout en n'oubliant pas leur mission de service public. La qualité managériale de feu Ousmane Tanor Dieng a beaucoup contribué à l'ancrage institutionnel du Haut Conseil des collectivités territoriales. Au propos du premier vice-président de l'institution, Maël Thiam était l'invité de l'émission à Point de vue. Le défi, c'était de mettre en place une institution sans précédent. Et une institution qui traînait aussi derrière elle les mauvais souvenirs du Sénat, dont certains disaient que c'était une opportunité de placement voilà, d'hommes politiques. Donc, il avait le défi de mettre en place cette institution-là, sans précédent. Quand je dis sans précédent, je veux dire c'est une institution qui n'a jamais existé. Innovante, quoi. Innovante, une institution dont il fallait mettre en place les procédures, une institution dont il fallait fixer les objectifs, quand bien même la mission a été clairement définie dans la loi fondamentale, une institution dont il fallait fédérer les compétences utiles, n'est-ce pas, à l'exercice de sa mission. Donc c'était un ensemble de défis qui étaient devant lui. Mais avec une qualité managériale hors pair, le président Ousmane Tanor Dieng a su démarrer l'institution dans des conditions très difficiles. D'abord, jusque-là, l'institution n'avait pas de locaux, et il fallait quand même réunir 150 hauts conseillers. Il s'est mis au travail. Le centre de formation judiciaire accueille officiellement ses nouveaux étudiants greffiers et auditeurs de justice. Comme il est de coutume, en effet, ils doivent prêter serment au début de leur formation. La cérémonie a eu lieu au palais de justice de Dakar. Les majors des promotions nouvellement diplômés ont également été fêtés au Mindour. Ahmadou Rahman Fall et Bokar Baldé sont respectivement majors de la section magistrature et sous-section greffe de la promo 2016-2018 du centre de formation judiciaire. C'est un grand plaisir d'avoir été major de cette promotion-là. Mais je puis vous assurer que nous étions 45. Donc les 44 autres greffiers ont autant de mérite que moi, dirais-je. Les nouveaux étudiants de la promotion 2019-2021 ont quant à eux prêté serment au début de leur formation, comme le stipule la loi. Je le jure. Ils sont au total 20
issus du concours direct et 5 du concours professionnel chez les greffiers. Les auditeurs de justice sont au nombre de 9. Nous retiendrons pour le greffe un taux de 0,43%, traduisant le rapport entre les 4 592 candidats qui se sont présentés sur les 20 candidats définitivement retenus. Dans la même sous-section, 470 candidats se sont présentés pour 5 postes pour le concours professionnel, soit un taux de 1,06%. Il faut dire que le centre de formation judiciaire a resserré ses standards en termes de sélection et a entamé une mue sous l'impulsion de l'État du Sénégal. Dans cette quête de l'excellence dans la formation, l'érection de l'école en établissement public est une belle opportunité pour renforcer les capacités institutionnelles en vue de lui assurer les conditions optimales pour l'atteinte des objectifs dégagés dans le décret fondateur de janvier 2019. Cette promotion 2019-2021 de greffier est la dernière dans laquelle on trouvera des étudiants qui ont uniquement les bacs à partir de l'année prochaine. Pour prétendre à ce concours au centre de formation judiciaire, il faudra absolument être titulaire d'une licence au minimum. Religion, le comité interdiocésain national du pèlerinage, chargé donc du pèlerinage, prépare l'édition 2019 du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Dispositions médicales et administratives ainsi que des conseils pratiques ont marqué la première assemblée générale du SIMPEC au collège Sacré-Cœur à Nesnianyamane. Ils sont 350 pèlerins catholiques à effectuer cette année le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, va accompagner ces pèlerins de l'Annonciation en Terre Sainte, Lourdes et Rome. Le pèlerinage, c'est le croyant qui va à la source de sa foi pour puiser les grâces nécessaires à sa foi, mais à sa vie, pour traverser les épreuves de ce monde et continuer sa marche vers l'éternel. Donc le pèlerinage nous rappelle essentiellement notre condition de marcheur, de pèlerin, de voyageur, qui de cette terre se projette pour aller à la rencontre de Dieu. Un pèlerinage de qualité, une démarche de foi. Le comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques, SIMPEC, revient sur les dispositions à prendre. Le thème de cette année dit « Je suis la servante du Seigneur ». Les pèlerins de cette année porteront le nom de pèlerins de l'Annonciation. Nous considérons que nous serons une famille composée de 350 pèlerins. Et nous irons ensemble en Terre Sainte, à Lourdes et à Rome, comme étant des Sénégalais. Et nous allons faire de sorte que notre démarche soit une démarche de foi, mais également une démarche d'ambassadeur du Sénégal. Je dis ambassadeur parce que l'État contribue grandement à l'organisation de ce pèlerinage-là. Le ministère de la Santé, de son côté, a détaché une équipe médicale pour veiller à la santé des pèlerins. Nous avons séjourné en Terre Sainte durant environ 23 jours et nous passons plus de 10 jours en Israël. En Israël, actuellement, le temps est chaud et sec et il faut dire que c'est une zone montagneuse. Il y a des montées. Donc, par rapport au message clé, c'est les vêtements, c'est-à-dire porter assez léger au niveau en Israël et se prémunir de chapeaux, de lunettes de soleil. Et à l'étape de Lourdes et de Rome, porter quand même assez long. Mais aussi ajouter qu'il faut boire beaucoup d'eau. 24 août, 13 septembre, 21 jours qui devront permettre aux pèlerins de l'Annonciation de se ressourcer dans la foi chrétienne. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous de ce 20h. Bonne soirée sur la RTS. La météo vous est offerte par Bank of Africa.